Non. Il a reçu le roi HaKodesh. Ouais, c'est le roi HaKodesh. Il dit un truc facile. Il dit normalement, quand tu construis, d'abord tu fais un récipient, tu fais une maison, après tu fais. À cause de ça, on l'appelle Betzalel. C'est deux questions. Alors, une réponse, on va expliquer comme ça, qu'en fin de compte, quand on parle du Mishkan, le Mishkan, c'est la forme. Et quand on parle des Kélim, les Kélim, c'est le contenu. Maintenant, si on prend Moshe Rabbeinu, le fait qu'il bégayait, pourquoi il bégayait? Parce que, en ce qui concerne la parole, ce n'était pas son côté fort, la parole. C'est quoi la parole? La parole, c'est la forme. C'est la façon de présenter le contenu. Le contenu, c'est des idées. Quelqu'un a une idée, ça c'est le contenu. On utilise la parole pour présentation, pour présenter. Donc la parole, en quelque sorte, c'est comme, on dit en anglais, the outer wrapping. C'est une enveloppe. C'est l'enveloppe, c'est la présentation extérieure. Okay. On dit c'est le papier qui entoure le cadeau. Oui, Nahon. C'est pas par hasard que Moshe Rabbeinu, il avait un problème vis-à-vis du Dibour, il avait besoin d'un porte-parole. C'est Aaron qui parlait au peuple. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, ce qui intéresse Moshe Rabbeinu, c'est l'essence. Moshe Rabbeinu, c'est un type, tout ce qu'il est, ça ne l'intéresse pas du tout la forme et la présentation. C'est Tachlis, Emet, c'est la vérité. Comment tu présentes ça, c'est moins important pour Moshe Rabbeinu. Ou comment on voit un exemple de ça? Quand Yitro arrive, il trouve Moshe Rabbeinu en train d'enseigner le peuple. Et il y a une énorme ligne de gens qui attendent pour que Moshe va les juger. Et Yitro arrive à Moshe et dit, mais c'est quoi cette histoire? Tu vas être usé, et le peuple aussi va être usé à force d'attendre en ligne que tu vas les juger. C'est pas l'osé. C'est mieux d'instituer Sarei Meot, Sarei Chamishim, Sarei Asarot. Tu dois mettre en forme un système judiciaire où d'autres juges vont pouvoir s'occuper des problèmes, et pas tout sur toi. Alors c'est quoi Moshe Rabbeinu? Encore une fois, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y a tout simplement un cas où je me dis de juger. Je juge. Je fais la vérité. Mais Yitro, il dit, ok, je vais bien, mais la forme, quelle forme ça va recevoir la Torah quand c'est présenté ou quand c'est vécu de cette façon? Ça va embêter les gens, ça va t'embêter toi. Il faut que ce soit vivable, il faut que ce soit dans le noam. Donc on voit encore une fois que Moshe Rabbeinu, ça ne l'intéresse pas la forme. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu s'adresse à Betzalel, instinctivement, il dit, tu sais quoi, d'abord tu fais les kélim. Parce que tout ce qui intéresse, les kélim, c'est l'essentiel, c'est le contenu. Et Moshe Rabbeinu, comme c'est quelqu'un qui est branché au contenu, c'est comme ça qu'il parle. Contenu, les choses qu'on met dedans. C'est le kélim. Le cli, oui, non, c'est pas la forme, c'est pas la boîte, c'est pas la maison, c'est ce qu'on met dedans. Contenu, non. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. De toute façon, après, les Français parmi nous vont essayer de comprendre qu'est-ce que c'est contenu, qu'est-ce que c'est contenant. Mais en attendant, c'est pas la chita d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord avec ça, de prendre la forme à la légère. Comment on sait? Alors, il y a une preuve que je n'ai pas sous les doigts. Alors, où je vais le trouver très vite, mais quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, alors il lui dit, tu sais quoi, tu vas aller au peuple qui se trouve en Égypte et tu vas leur dire la chose suivante. Il dit comme ça. Va'ered lehatzilo miyad Mitzrayim ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. Ça, c'est ce qu'il dit d'abord, que tu leur dises, que tu sais, non pas que tu leur dises, que tu saches que je vais les faire monter dans un pays. Quel pays? D'abord, il dit Eretz Tova ורחבה, un pays qui est bien, bon et qui est large. Après, il dit Zavat Chalav et Dvash. À la fin, il dit c'est l'endroit où se trouvent les nations, les Hittites, les Yéboussives et tout ça. Mais, quelques lignes plus tard, quand Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas t'adresser au peuple et tu vas leur dire la chose suivante.
Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors là, il y a l'ordre est inversé. D'abord, il y a les peuples qui sont présents. Ensuite, il y a le. Il va les chasser. Non, oui. Ensuite, c'est une terre où coule le lait et le miel. Il dit comme ça. Vaoma aletrem me'oni Mitzrayim. Écoutez bien. Comment il. El eretz haknaani vachiti vaemori vaprizi vachivi vayibusi. El eretz zavat chalav udvash. Alors, ce qui était, quand il parlait de Moshe Rabbeinu, Chiti, Knaani, c'était à la fin. Ici, c'est le début. Quand tu t'adresses aux esclaves en Égypte, c'est le début. Et après, à la fin, il y a Zavat Chalav Udvash, et ici, il n'y a pas Eretz Tova ou Chava. Alors pourquoi? Parce que quand on parle d'Eretz Israël, on parle de Eretz Tova ou Chava. Ça reflète l'essence de la terre d'Israël, qu'elle est Tova ou Chava. Mais cette essence, ce potentiel, c'est rare, c'est presque jamais que ça a été réalisé. Quand est-ce que Eretz Israël est rechava? Elle n'a jamais été, à part une toute petite période de temps, pendant le règne de Shlomo HaMelech. Alors là, ça s'est élargi, vraiment élargi. À part ça, c'était jamais un pays qui était grand, qui était rechava. Aussi, même Tova, même dire qu'un pays qui est Tov, c'était pas évident ici. Pendant beaucoup de temps en Israël, je veux dire, la plupart de l'histoire juive, c'était dur ici. C'était une vie rude. C'était pas évident. Il y avait des guerres, il y avait des trucs. C'est pas évident. Mais néanmoins, ça c'est la vraie nature. C'est la vraie nature de cette. Quand tu parles de l'essence des choses, quand tu parles de la vérité, Tova ou Chava. Quand Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe Rabbeinu, Tova ou Chava. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui se branche à la vérité, à l'essence des choses. Et après, Zavat Chalav Udvash. Et après, tu sais quoi? C'est tout à fait secondaire. Il se fait que c'est l'endroit où se trouvent les 7 nations. Mais quand on s'adresse aux esclaves en Égypte, qui sont à un niveau spirituel beaucoup, beaucoup plus bas, pour eux, c'est important de leur dire la forme, de présenter les choses d'une façon qui est vraie. On va vous apporter un pays des 7 nations. Alors, ils connaissent ces 7 nations. En plus que vous sachiez, Zavat Chalav Udvash. Mais il ne dit pas Tova ou Chava. Et pourquoi il ne dit pas Tova ou Chava? Parce que des gens au niveau spirituel des esclaves en Égypte, ils ne vont pas pouvoir se brancher à l'idée de Tova ou Chava. Ils risquent d'arriver en Israël et dire qu'on a été roulé. Il faut Tova et il faut Chava. C'est ce qui s'est passé. Mais en attendant, on voit à Kadosh Baruch Hu, la chita de Kadosh Baruch Hu, que oui, il attache l'importance à la forme. Ça dépend à qui tu parles. Quand tu s'adresse à Moshe Rabbeinu, il s'adresse d'une certaine façon. Quand il s'adresse aux esclaves en Égypte, il s'adresse d'une autre façon. Et bien sûr, on a l'exemple classique de Eliezer qui rencontre Rivka. Et quand il rencontre Rivka près du puits, d'abord, il a vu les signes, l'eau qui monte et tout ça. D'abord, il lui donne les bijoux. Après qu'il a donné les bijoux, il demande qui tu es. Il faut le faire. Mais quand il raconte le récit de la rencontre aux parents de Rivka, il dit d'abord j'ai demandé qui tu es, après qu'elle m'a dit je lui ai donné les bijoux. Alors pourquoi? Parce que s'il avait dit aux parents de Rivka que d'abord je lui ai donné les bijoux, après je lui demande qui tu es, ils auraient dit ce type il est fatal, ce type il est fou. On ne va pas donner notre fille à quelqu'un qui donne des bijoux à quelqu'un étranger et après il demande qui c'est. Comme il savait que les parents de Rivka n'auraient pas pu comprendre ce qui s'est passé, le signe, les trucs, alors il s'est adressé en fonction de leur niveau. Et ça, encore une fois, on retrouve la forme, l'importance de la forme. C'est très important la forme. Parce que même si on a une idée qui est absolument vraie, mais si tu la présentes mal, et si tu l'expliques ou l'exprimes au mauvais moment, ça passe pas, ça n'a aucun effet. La forme, c'est super important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de politiciens israéliens, religieux, qui passent entièrement à côté de la plaque. C'est souvent des gens de la droite, qui sont comme ça, qui sont, comment on dit, ils sont costauds, ils sont trucs. Ouais, c'est comme ça, ils ne comprennent pas. Il faut un langage, il faut s'adapter à la façon que tu parles. Tu dis la vérité, mais tu t'exprimes d'une façon que l'autre, il est censé, il est capable de comprendre. Mais de toute façon, c'est pour ça, quand on dit Betzalel, c'est pas stam. Si tu as d'abord une maison, d'abord tu fais la maison, après tu fais non, c'est un truc profond.
qu'en fin de compte, on parle de deux choses, la forme et le contenu. Et tout le monde est d'accord, le contenu c'est l'essentiel, mais la forme c'est très important aussi. C'est pour ça que d'abord tu fais la forme et tu arranges, et après tu fais entrer le contenu. Après, il y a une chance que le contenu va pouvoir passer. Donc, évidemment, le handicap, entre guillemets évidemment, de Moshe a été compensé par son frère. Oui. C'est évident. Oui. C'est pour ça qu'Hachem a choisi donc Aaron. C'est son porte-parole. Bah écoute, c'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu assumer le poste en entier. Donc, tu sais quoi, alors je t'apporte quelqu'un d'autre. Ok. Je reprends très vite la Mishnah, sans revoir le Tosfot, parce que l'autre leçon, on a vu les deux Tosfotim. Je vais répéter juste en dehors du Tosfot, la marloquette entre Rashi et Tosfot sur la Mishnah. La Mishnah, Ein tzadin dagim mina bivarim bayom tov, vein notnim nifnehem mezonot. On n'a pas le droit d'attraper des poissons qui se trouvent dans un bassin, dans une piscine pendant Yom Tov. On n'a pas le droit non plus de les donner à manger. Aval tzadin chaya be'of mina bivarim. On a oui le droit d'attraper un animal ou un oiseau qui se trouve dans un enclos. Vein notnim nifnehem mezonot. Et on peut les donner à manger. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo kol habivarin shavin. Rabban Shimon ben Gamliel précise, il dit ça dépend de l'enclos. Zeaklal, kol hamechusar tseida asur, vesheino mechusar tseida mutar. Que si l'animal qui se trouve dans l'enclos, s'il est mechusar tseida, ça veut dire qu'il a besoin d'être attrapé en dépit du fait qu'il est dans l'enclos, parce que l'enclos il est grand. Donc tu rentres dans l'enclos, tu dois courir après. Donc ça veut dire qu'il n'est pas encore attrapé. Maintenant, tu vas l'attraper. Et comme on sait qu'on n'a pas le droit d'attraper un animal, la tsoud, pendant Yom Tov, c'est interdit. Mais s'il n'est pas mechoussar tseida, ça veut dire que c'est un petit enclos, il est attrapé. Tu as le droit de le faire sortir, parce qu'il est déjà nitzod, il est déjà attrapé. Ça, c'est la Mishnah. Et juste très vite, en dehors, répéter la marloquette entre le Rashi et le Tosfot. Rashi dit pourquoi on ne peut pas pêcher des poissons. Il dit on a le droit de faire ochel nefesh, on a le droit de faire shrita, on a le droit de cuisiner, on a le droit de cuire. Alors pourquoi on n'a pas le droit de faire sortir des poissons pour les manger pendant Yom Tov? C'est ochel nefesh. Rashi dit parce que les poissons, encore une fois, tous les actes qui sont permis de ochel nefesh, parce qu'on n'a pas vraiment la possibilité de le faire la veille. Si tu le fais la veille, c'est moins bien. Ça, par exemple, shrita, tu fais shrita d'une bête la veille, s'il fait chaud, il y a un risque que la viande, jusqu'au lendemain, pendant la journée, il risque de calcaler un petit peu. Donc c'est préférable de faire shrita le jour même. Si tu fais du pain, le pain il va avoir un meilleur goût, il va être plus frais, plus chaud. Si tu le fais, tu le cuis le jour même que la veille et compagnie. Alors il dit, c'est des actes de préparation de nourriture qui sont permis parce que si tu le fais la veille, c'est pas bien. Tandis que pêcher un poisson, il n'y a pas de raison que tu ne pourrais pas le faire la veille. Et tu attrapes le poisson la veille, tu le mets dans un petit verre d'eau, il est toujours vivant. Et pendant Yom Tov, tu le prends. Et une fois qu'il est dans l'eau, il est dans le petit verre d'eau, il est déjà attrapé. Et voilà, tu le prends, tu fais pas de seida, tu fais de seida, en fin de compte, la veille de Yom Tov. Et il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Alors, comme tu aurais pu le faire la veille, tu n'as pas le droit de le faire aujourd'hui. Ça, c'est l'explication de Rashi. Et Tosfot, il rejette. Il dit non, parce que cette idée de distinction entre un truc que tu aurais pu faire la veille, et donc si tu aurais pu le faire la veille, tu n'as pas le droit de le faire le jour même, ça existe uniquement dans le contexte de Marchirei Ochel Nefesh. C'est quoi Marchirei Ochel Nefesh? C'est pas quand on parle de la préparation directe de la nourriture, mais de la préparation des ustensiles. Alors, par exemple, si on veut aiguiser un couteau pour faire shrita, alors là, Tosfot dit, on applique le principe que si tu aurais pu aiguiser le couteau la veille, si tu aurais pu, alors tu n'as pas le droit de le faire le jour même. Si tu avais pu. Si tu avais pu, merci. Si tu avais pu aiguiser le couteau, alors tu le fais la veille et tu n'as pas le droit de le faire le jour même. Seulement quand on parle de marchiré Ochel Nefesh. Mais le Tosfot dit, mais quand on parle de Ochel Nefesh,
Il n'y a pas de distinction si tu aurais pu faire avant. Cet argument, il ne s'applique pas. Alors pourquoi, selon Tosfot, les poissons, on ne peut pas pêcher des poissons? C'est Ochel Nefesh. Alors l'explication de Tosfot est que attraper un poisson, ça ressemble à l'acte de moissonner. Moissonner, c'est quand on disconnecte du blé ou une récolte de la terre. Une fois qu'on l'a cueilli, moissonné, il est mort. La même chose, un poisson, une fois qu'on le fait sortir de l'eau, de son élément, il est mort. Donc ça ressemble à moissonner. Et moissonner, et aussi, par exemple, broyer beaucoup de blé, c'est interdit pendant Yom Tov. Pourquoi c'est interdit pendant Yom Tov? Parce que c'est des actes qui se font à grande quantité. On ne moissonne pas pour un repas. On moissonne normalement une grande quantité. Alors c'est pour ça que c'est interdit de faire, en dépit du fait que c'est Ochel Nefesh, mais c'est interdit néanmoins de le faire pendant Yom Tov. La même chose aussi pour normalement quand on a Tochen, Ishish Tochen Kemach. Alors ça se fait grande quantité. Alors c'est pour ça que c'est interdit en dépit du fait que ça. Alors comme moissonner c'est interdit, et comme l'acte d'attraper un poisson, ça ressemble à moissonner, c'est pour ça selon Tosfot que c'est interdit. Et voilà. Merci. Merci. Mais la prochaine fois, j'aimerais que vous allez résumer. Ouais. Après que vous avez fait Khazar. Non, je dis pas non. Mais je dis le but. Tu vois, le but, c'est que chacun il maîtrise suffisamment le truc que lui-même il peut le dire après. Ça, c'est le but. Oui, mais alors, votre présence est indispensable quand même. Si on résume tout, si on fait tout bien, après. Non, c'est pas important. J'ai des choses, je peux jouer au billes à la maison. Ok, Gemara. On apporte une kushia dans la Gemara, la page suivante. Bivarin shel chaya ve shel ofot ein tzadin mehem beyom tov ve'ein notnin lifnehem mezonot. C'est écrit en haut de la page suivante qu'un enclos de chaya ve ofot où se trouvent des animaux, se trouve la volaille, on n'a pas le droit de les prendre, on n'a pas le droit non plus de les donner à manger. Ça contredit la Mishnah. Ah oui, complètement. Kashia, chaya à chaya, kashia, ofot à ofot. Des deux points de vue, que ce soit vis-à-vis des animaux ou vis-à-vis des oiseaux, il y a une contradiction. Alors la Gemara dit, bishlama, ça marche. Il n'y a pas de contradiction. Chaya à chaya. Lo kashia. Ha Rabbi Yehuda. Harabanan. En fin de compte, c'est deux opinions différentes. L'opinion de Rabbi Yehuda et l'opinion de Rabbanan qu'on va voir dans la Mishnah d'Etnan. Rabbi Yehuda Omer, Hatzad Tzipor, le Migdal, Vetsvi la Bait Chayav. Quelqu'un qui fait entrer, qui attrape un oiseau dans un Migdal. Un Migdal, c'est comme un espèce, comme un aron. Un aron, comment on dit aron? Une espèce de grand, oui, c'est un cli qui est assez grand, mais si tu fais entrer l'oiseau dans le cli, ça veut dire que tu l'as attrapé, donc ça c'est interdit. C'est comme une petite maison. Voilà, comme une petite maison. Il rentre dedans. Et il l'a attrapé, Mais ça s'appelle une Il est cage. attrapé si tu fermes la porte. Une cage. Oui, il a fermé la porte. Ah, il ferme la porte. C'est une espèce de cage. Mais ici on l'appelle Migdal. Pardon? Tu as le droit de faire ça? Non, tu n'as pas le droit de l'atsoud. Que ce soit Yom Tov ou Shabbat, tu n'as pas le droit de l'atsoud. On a vu ça dans la Mishnah. Il y a un interdit de l'atsoud d'un animal. Rabbi Yehuda Omer Hatzad Tzipor le Migdal. Quelqu'un qui fait entrer un oiseau dans un Migdal, Vetsvi la Bait Chayav. Et s'il fait entrer un daim, un tzvi, un cerf dans une maison, une fois qu'il est dans la maison, le cerf, il ferme la porte. L'atsoud, il a transgressé l'atsoud. Maintenant, si lui, il n'a pas eu de kavana de faire entrer l'oiseau dans la maison. Non, mais sans se compliquer la vie, on va essayer de. Tu sais, Rosh Chodesh, on va essayer de commencer le Chodesh en douceur. On va essayer juste de comprendre la Gemara. Après, on va voir s'il y a des couchiotes. Mais s'il fait entrer un cerf dans une maison, il est chayav. Alors la Gemara précise, les bait hu de mechuyav. Aval le bivarin, l'eau. Quand est-ce que Rabbi Yehuda dit que tu as chassé, tu as attrapé, tu as transgressé là-dessous? Quand il fait entrer un animal, un cerf, dans la maison. Il est petit. Mais ça laisse entendre que s'il l'a fait entrer dans un bivar, un enclos qui est plus grand, il ne l'a pas attrapé. Ok?
Donc on voit pour Rabbi Yehuda, c'est seulement quand tu fais entrer un cerf dans une maison que tu l'as attrapé. Mais si tu l'as fait entrer le cerf dans un enclos, il n'est pas encore attrapé, donc tu n'as pas transgressé. Les Chachamim omrim tzipor la migdal, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Tzvi, il faut dire tzvi la bait, les gina, les chatser, les bivarin. On n'a pas la baïe. Oui, il faut ajouter. Ouais, non, tiens. Et Chachamim disent non, ils disent qu'un animal, même si tu l'as fait entrer dans un jardin, dans une cour et même dans un enclos, tu l'as attrapé. Donc, selon la Gemara, la Mishnah, je vais vous demander ça et je vais vous donner une minute pour répondre. La Mishnah qui dit qu'on a le droit de prendre un animal d'un enclos, le Yom Tov, et la Braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre un animal d'un enclos. La Mishnah qui dit qu'on a le droit, elle va comme qui? Rabbi Yehuda. Non. Yehuda ben Non. Eliezer. Parce que Rabbi Yehuda, il dit que si tu fais entrer un animal dans un enclos, est-ce que tu l'as attrapé? Non. Non. Alors, si tu ne l'as pas attrapé, ça veut dire qu'en dépit du fait qu'il est dans l'enclos, il n'est pas attrapé. Parce que si quand tu l'attrapes, quand il est dans l'enclos, c'est maintenant que tu vas l'attraper. Oui. Alors, c'est interdit. C'est interdit de faire ça. Donc, la Mishnah qui permet, ce serait plutôt comme Chachamim. La Mishnah permet de prendre un animal qui est dans un enclos. Pourquoi? Parce que selon Chachamim, une fois que tu l'as mis dans un enclos, tu l'as attrapé. Il est maintenant attrapé. Alors, s'il est déjà attrapé, pendant Yom Tov, tu peux le faire sortir. Tu n'es pas en train de l'attraper pendant Yom Tov. Il est déjà attrapé. Ça, c'est Chachamim. Et Rabbi Yehuda qui dit que... On a appris que ça dépend de la grandeur de l'enclos. Oui, mais... Si c'est un petit, c'est plus facile. Jusqu'ici, tu as raison, mais jusqu'ici, ça, celui qui parle de grandeur, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. On n'est pas encore arrivé à Rabban Shimon ben Gamliel. Mais en attendant, on nous dit que la Mishnah, apparemment, c'est Chachamim. Et la Braïta qui dit que tu n'as pas le droit, c'est Rabbi Yehuda. Au départ, quand on a parlé de la Mishnah, on a parlé que c'est quelque chose, les 4 îles qui étaient préparés avant Yom Tov, qu'on l'a pris de la forêt ou d'un grand espace et on l'a mis dans un petit enclos. Moi, j'étais pas là quand ça s'est passé. Non, Et pas seulement ça, ça me semble un peu étrange et bizarre ce que tu racontes. Ah, Je ne sais pas qui a dit ça, mais je Comme ne pense pas que c'est moi. Heureusement, c'était pas filmé là. Si c'était filmé, on pourrait voir le film. on a dit dans la Mishnah, on avait expliqué qu'on a le droit de mettre un animal qui se trouve dans un grand bassin, Oui. ou un animal qui se trouve dans Oui, la veille. Et tu le mets avant, On le met dans un petit avant, truc. dans Voilà. un Maintenant, enclos. il a déjà été attrapé. Et maintenant, pendant Yom Tov, tu as le droit de le faire sortir. D'accord. Et là maintenant, un animal qui s'attrape tout seul, qui rentre dans l'enclos. C'est pas important s'il est attrapé tout seul ou pas. Une fois que... Il n'est pas préparé. Hein? Il n'est pas préparé. C'est pas important. Il n'est pas pensé. C'est Alors, pas il y a important. C'est pas important. Non, c'est pas important. C'est pas important ce que je dis. D'accord. Non, Chaim, toujours ce que tu dis, c'est super important. Mais la distinction que tu proposes n'est pas importante. Si l'animal se trouve dans un petit enclos, c'est vrai qu'il est attrapé. C'est pas important qu'il l'a mis dedans. Si c'est toi qui l'as mis dedans, ou si lui-même il est rentré Je ne dedans. parlais pas de l'important qui est-ce qu'il met dedans. Je parle du moment, le temps. Moi aussi, je parle de moment. Si pendant Yom Tov, tu arrives, tu veux prendre un animal, l'animal il est dans un petit enclos, Oui. ça veut dire qu'il est attrapé. Alors, s'il est attrapé, l'acte de faire sortir l'animal d'un enclos, c'est pas un acte de la tsoud, D'accord. parce qu'il est déjà attrapé. Alors, C'est tout. Mais là, apparemment, on fait une différence par rapport au fait que je ne l'ai pas préparé, je n'ai pas pensé, je ne l'ai pas vu avant la Yom Tov. Il n'y a pas une différence. Je vais te dire. Alors, Je répète la différence. Non, je répète la différence. Une distinction entre. Je répète la différence, Chaim. vous voulez que... Il y a deux opinions. Rabbi Yehuda dit, quand tu fais rentrer un animal dans une maison, tu es là, tu as transgressé la tsoud, tu l'as attrapé. D'accord. Et les Chachamim disent, bon, ça veut dire que si c'est un endroit plus grand, plus large qu'une maison, un enclos, il n'est pas attrapé. Ça veut dire que si, selon Rabbi Yehuda, tu l'as mis dans un enclos, il n'est pas encore attrapé. C'est-à-dire que Yom Tov, tu ne peux pas prendre cet animal, parce que Yom Tov, il s'avère que tu vas l'attraper. Et on n'a pas le droit de l'attraper pendant Yom Tov. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Chachamim, eux, ils disent, non, même quand tu fais rentrer un animal dans une maison, dans un jardin, dans une cour, et aussi dans un enclos, tu l'as attrapé. Alors, selon Chachamim, l'animal qui est rentré dans un enclos, il est déjà attrapé.
Ah, donc ça veut dire pour Chachamim, tu peux, pendant Yom Tov, saisir cet animal de l'enclos, parce qu'il est déjà attrapé. Tu n'as pas transgressé là-dessous. Donc la Mishnah qui permet de prendre un animal dans l'enclos, c'est Chachamim. Et la Braïta, c'est Rabbi Yehuda. Il n'a pas fait la différence entre un grand enclos. Pas encore grand et petit. Hein? Non, je disais la différence entre le petit et le grand enclos, c'est pas les. Voilà, on continue. Oui, parce que Alors la Gemara dit elle a ofot à ofot kasha. Ok, tu as résolu la différence, la contradiction entre chaya et chaya. Mais quoi avec les oiseaux? Si tu vas dire hanami lo kasha, là aussi il n'y a pas de problème. Hab bivar mekore, hab bivar she'eino mekore. On a un bivan enclos qui est couvert avec un toit. Alors quand c'est écrit que Rabbi Yehuda quand c'est écrit que une fois que tu l'as mis dans un migdal, c'est interdit, on parle d'un migdal. Mais si c'était une maison, tu fais entrer dans tu le fais entrer dans un bivan. Quand est-ce que c'est interdit? C'est interdit quand le bivan il est couvert. Il est couvert. Comme une maison. Disons comme oui, ou comme pas comme une maison, comme un migdal, Alors là, comme Rabbi Yehuda et Chachamim, ils sont tous les deux d'accord. Une fois que tu fais entrer l'oiseau dans un migdal, c'est interdit. Mais encore une fois, il y a une braïta qui dit dans un bivar, en ce qui concerne les oiseaux, interdit de le prendre. La Mishnah dit que c'est permis. On dit la braïta qui dit que c'est interdit, on parle d'un bivar qui n'est pas recouvert d'un truc. La Mishnah qui dit que c'est permis, on parle d'un bivar qui est recouvert d'un toit. Et donc, s'il est recouvert d'un toit, c'est comme s'il était déjà attrapé. Mais la Gemara rejette. Veha bait. Mais on avait dit que selon Rabbi Yehuda et comme Chachamim, tu as seulement chassé, attrapé l'oiseau quand tu veux rentrer dans un migdal. Une maison, c'est plus grand. Veha bait de kebivar mekore dame. Une maison, ça ressemble à un bivan qui est recouvert. Et tout le monde est d'accord que quand tu fais rentrer, tout le monde est d'accord que quand tu fais rentrer un oiseau dans un bait, tu ne l'as pas attrapé. C'est trop grand, il est toujours en liberté. Alors si tu peux me dire qu'un bivan, le bivan dans lequel il est attrapé, c'est un bivan avec un toit. Un bivan avec un toit, c'est comme une maison. Et on voit que tout le monde est d'accord que si tu fais entrer un oiseau dans une maison, tu ne l'as pas encore attrapé. C'est seulement quand tu fais entrer l'oiseau dans un migdal qu'il est attrapé. Donc la Gemara dit, ben les Rabbi Yehuda, ben les Rabbanan, si pour le migdal in, oui tu l'attrapes, les bait, l'eau. Amar Rabba bar Rabhuna, hacha, il explique la façon suivante, hacha bet sipor dror askinan, she'ena mekabelet marut. On parle d'une espèce, un espèce d'oiseau qui est différent dans la Mishnah et dans la Braïta. Dans la Mishnah, où on dit qu'on peut prendre un oiseau qui est dans un bivan, on parle de tous les oiseaux. D'une façon générale, on parle des oiseaux. Dans la Braïta qui te dit que tu ne peux pas prendre un oiseau qui est dans un bivan, disons qu'un bivan c'est comme une espèce de maison. On parle d'un sipor dror. Sipor dror, c'est un oiseau apparemment qui sauvage et qui même quand il est dans un endroit fermé, ça va être une histoire de l'attraper. Rashi dit, regardez le Rashi, un petit Rashi. Donc d'après Chachamim. Attends, juste le Rashi, je retourne à ta question tout de suite. Betsipor dror. Chez Dara Babait que Bessadeh, elle va habiter dans une maison de la même façon qu'elle habite dans les champs. Chez Yodat li shamet bezaviyot abayt. Elle sait comment s'enfuir dans les coins et se cacher dans les coins de la maison. Les kolsad ou les karnikret dror. C'est pour ça qu'on l'appelle dror. Dror en hébreu c'est liberté. Al-Shem dira. Chez Dara Bechol Makom, c'est intéressant. Le mot dror, qui est un des termes, un des noms de liberté, ça vient du mot dar, habiter. Alors, quel est le ma'akesha entre une habitation et la liberté? Rachid dit quelqu'un qui peut habiter où il veut, c'est ça la liberté. C'est intéressant. C'est intéressant.
De toute façon, on dit que bon, on parle d'oiseaux différents, et donc on a résolu le problème. Alors la Gemara dit si c'est comme ça, d'abord de Tana de Vei Rabbi Ishmael, Lama Nikra Shma Tzipor Dror. Pourquoi on appelle cet oiseau un Tzipor Dror? Chez Dara Babait que Basadeh. Même dans une maison, elle est en liberté comme dans les champs. La Gemara dit Hashte Da'atid Lahachi. Maintenant que tu es venu à cette distinction, c'est quoi cette distinction? Que tu n'es pas maintenant en train de dire que la Mishnah va comme un Chacham et la Braïta va comme un autre Chacham. Mais tu dis que tout le monde serait d'accord, mais ici on parle d'objets, de conditions différentes, d'un scénario différent. Alors, on peut maintenant résoudre le problème aussi, la contradiction d'une autre façon. La contradiction vis-à-vis des animaux, là aussi, c'est pas un problème. On va dire que dans la Mishnah où c'est permis de prendre un animal d'un vivant, c'est un vivant qui est petit. Bon, l'animal, il est attrapé. Et la Braïta qui dit que c'est interdit, on parle d'un bivin, un enclos qui est grand. Donc en dépit du fait que l'animal est dedans, il faut toujours l'attraper. Et donc c'est interdit. Heichidam et bivin katan, heichidam et bivin gadol. À quoi ressemble un petit enclos? À quoi ressemble? C'est quoi le critère pour définir qu'est-ce que c'est un grand ou un petit bivin? Amar Rab Ashi, kol heich de rahita batra, bematela bechad shichya. Tant que tu peux arriver de Rahita Batra, tu vas après l'animal et tu peux le saisir Bechad Shirya avec un bond. Oh. Un bond, tu fais un bond, tu n'as pas besoin de courir, tu fais un bond et tu l'as. Alors ça c'est Bivan Katan. Ve'idach Bivan Gadol. Et tant que tu dois faire plus qu'un bond, c'est déjà Bivan Gadol. Inami, si tu veux une autre définition, Kol Heicha Deika Uksei Uksei. Tant qu'il y a des petits creux, des petits creux dans la clôture, as bivan gadol. Ça s'appelle un bivan gadol parce que même si c'est un peu petit, l'animal il peut se cacher dans les creux, dans les coins. Ve'idach bivan katan. Inami, ou une autre possibilité, kol heche de nafle tula de katle ahadade bivan katan. Ve'idach bivan gadol. Tula, c'est l'ombre. Ça veut dire que si l'ombre des catlets, de la paroi, des murs, de la clôture, si l'ombre des murs se touche, alors ça veut dire que c'est un bivan katan. Parce que ça veut dire encore une fois, c'est pas très grand, parce que si il y a l'ombre qui se touche, ils sont pas très éloignés, et donc c'est un bivan katan. Généralement, ce qu'on trouve dans ce endroit, c'est des Pardon? Des chauves-souris autour dans ces endroits-là. C'est des oiseaux qui sont aveugles. Oui, qui se dirigent avec les sons qu'ils émettent. Et ils se cachent dans le recoin du toit. Ah, ok. Il a fait. Généralement, mais on ne mange pas ce genre. Non, normalement Pas non. caché. C'est pas des oiseaux. C'est pas très caché, un peu pas très bon non plus. Encore une ou deux lignes. Encore deux lignes de Gemara. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo kol habivrin shavin. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, halacha que Rabbi Shimon ben Gamliel. Il dit l'halacha c'est comme lui, Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit ça dépend de la taille de l'enclos. Amar le Abai halacha, michlal de pligue. Mais si tu me dis que ça c'est l'halacha, ça laisse entendre qu'il y a quelqu'un qui dispute. Normalement, quand est-ce qu'on dit l'halacha c'est comme lui? Quand il y a une autre opinion qui est contre. Donc on dit bon, il y a une dispute, l'halacha c'est comme lui. Mais il n'y a pas quelqu'un qui conteste. Mais qu'est-ce que ça change? Si je dis que l'halakha c'est comme lui, ou si enfin s'il y a une dispute, de toute façon on comprend, même s'il y a une dispute, c'est comme lui. Et même si je dis qu'il n'y a pas de dispute, de toute façon, ça ne change pas. Alors la réponse de Abai est Amarle Gemara Gamor Zemorta Te'e. Gemara Gamor, c'est quoi? Tu vas transformer ton Gemara, ton enseignement, en chant. C'est que tu chantes, quelquefois on chante des chants, sans comprendre, sans rien, on chante. Donc là, on lit une Gemara, et on lit, en chantant, mais on ne comprend pas. Vous savez quoi? Qu'est-ce que ça change? Tu as dit un truc, il faut être précis. Tu me dis que la halakha c'est comme lui, mais il n'y a pas de marloquet. S'il n'y a pas de marloquet, tu ne peux pas dire que la halakha c'est comme lui. Même si ça ne change rien, mais soit exact et soit précis. Ça doit être un yaki, Ouais, mais si c'est le seul à donner un avis.
Alors on ne doit pas dire la halakha comme lui. On doit dire que lui, il dit tel et tel. Un point, c'est tout. Ah oui, s'il est tout seul. Tu reprends juste dans les mots, s'il te plaît. Bien sûr, et là on finit. Il y a Mar Rab Yosef, Amar Rab Yehuda, Amar Shmuel. Halakha que Rabbi Shimon ben Gamliel. Amar le Abaya halakha, Michlal de plier. Si tu dis la halakha comme lui. Tu as continué, tu remontes. À remonter, je ne sais pas. D'un seul bond, tu as dit là. Oui, c'est quoi le critère d'un petit vivant c'est dans les mots. C'est ça que tu veux voir. Oui, s'il te plaît. Amar Ravashi, Kol Heichet de Rahit Abatra. Tu l'as? Oui, oui, très bien. Tu vas après, tu vas arriver à l'attraper avec un bond. D'accord. Bivan Katan, ça c'est un Bivan Katan. Veida, mais tout autre, si tu as besoin de 2 ou 3 bonds, c'est déjà Bivan Gadol. Ou une autre possibilité. Si dans les coins, il y a plein de petits coins où l'animal peut se cacher, c'est Bivan Gadol. Veida, Bivan Katan. Mais si l'enclos, il n'y a pas de petits coins où il peut se cacher, c'est un Bivan Katan. Si l'ombre des murs se touche, c'est un Bivan Katan, Veida, Bivan Gadol. Messieurs, Chodesh Tov, Sotovot.